Et là, j'ai une reproduction. Mais j'arrive plus. Une reproduction. Et voilà. Là, j'ai une reproduction. Voilà, celle-là est encore plus grande. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est là. Regarde ça fait une reproduction épouvantable. Je sais pas comment ça peut se marcher. Là, c'est encore plus grand. Ah oui, d'accord, tu l'as. Immense. Immense. Je dis, mais je sais si bien que je parle aucune langue, et que je n'entends aucune langue, mais là, c'est pas moi qui l'ai traduit. Non, je leur avais fait une petite introduction. Il y avait un monde. J'ai jamais eu de... Alors là, je me plains ici de l'absence des gens. Et bien là, ils étaient en Italie bien mieux organisés que moi. C'était, ce machin-là était dans un amphi qui était grand comme l'amphi de la Sorbonne, et je te donne en 1300 personnes il y avait pour entendre ça. Oui. Alors là où l'on se compte sur les doigts d'une main atrophiée, et là-bas c'était 300 personnes, ce qui prouve, comme on dit, nul n'est prophète en son pays, parce que il me suffit d'aller en Italie pour avoir 300 personnes, et si je vais à Paris, j'ai deux personnes en tout et pour. À parler les fidèles. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça que la peine qui vient ici, il a 300 personnes à Paris, et peut-être qu'en Italie. Penser, assimiler, compris quelque chose, on peut faire immédiatement des examens. Ça n'a pas de sens. Merci, sinon je vais pas tenir. Je m'étais juré de faire un exposé simple et j'en suis inquiète. C'est pas philosophie de l'histoire, c'est l'histoire de la philosophie. La question de l'histoire de la philosophie aujourd'hui. En France, puisque je suis allé dans cette université de Milan, ils avaient réuni au sens propre 300 personnes dans un amphithéâtre qui avait la taille de l'amphithéâtre de la Sorbonne. De sorte que j'avais dit au départ, mais moi j'ai pas l'habitude du tout de parler dans des trucs qui semblables. En fait, ça s'est bien passé quand même. Mais ce qui prouve qu'il faut être à l'étranger de façon à être bien reçu. un peu dépité de ce que je ne peux pas offrir à Nathalie, un oui à sa hauteur et à son mérite, et on ne peut dans ces cas-là que s'en prendre à ceux qui ne sont pas là,
c'est-à-dire au néant, puisque ceux qui ne sont pas là, par définition, ne vous entendent pas. Donc, qu'on s'en prenne à eux. Ou non, c'était rigoureusement du pareil au même. Mais là c'est un peu les universités françaises, et comme je suis à l'heure actuelle en train de m'occuper, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Roland Surzur, de la réédition d'un livre de Guillaume Guinguet, La beauté du métis, qui s'en prend d'une façon extrêmement acerbe et violente à la culture française, à la France, à la limitation de la pensée française sur son petit clocher, au chauvinisme de toutes les institutions. Je crois que là, je lui donne parfaitement raison, étant donné qu'il suffit de franchir les frontières pour avoir des populations accueillantes, des universités accueillantes, etc. Tandis qu'en France, c'est la limitation, la réserve, la fermeture la plus totale. On pourrait dire à l'égard de l'étranger, mais à l'égard également dans l'université des nationaux eux-mêmes. La France tombe, ne cesse pas de tomber. Puisque on s'arrange de façon à pratiquer une politique limitative. Nous n'en faisons pas et continuons par vent et marée. Par conséquent, par vent et marée, ça veut dire que c'est une locution pour ceux qui ne sont pas accoutumés au gallicisme, c'est une locution qui signifie, quelle que soit la situation, continuons ce que nous avons décidé. Bon, je t'écoute, tu prends la parole. Je reviendrai ensuite, je ne commence pas par faire de chapeau, je dis simplement que j'ai trouvé finalement ce livre de Charles Péguy que je vous avais annoncé qui s'appelle La thèse, dont je vous dirai quelques mots, qui n'est pas sans intérêt maintenant, on peut dire moins intéressant, moins complet, moins achevé que Clio. Clio est beaucoup plus construit, beaucoup plus percutant. Là, il y a des longueurs, mais il y a également quelques idées qui nous sont pas mal, et en particulier une ou deux qui permettent de compléter certaines idées. Donc, sur le vieillissement que tu avais bien mis la dernière fois en relief, et que l'on pourra compléter par quelques lignes ou quelques pages qui sont tirées de ce livre, La thèse, qui est écrit à la même époque. Et encore une fois, je vous l'avais dit précédemment, a été abandonné par suite peut-être de la lassitude que Péguy et de l'aversion que Péguy avait de préparer quelque chose qui soit un travail universitaire, mais qui est un ensemble de notes et de digressions assez importantes, puisque ça date, ça s'étend sur exactement 300, autant que les jours de l'année, sur 365 pages. Donc, en préparation de thèse, donc j'aurais dû faire partie d'ailleurs d'une thèse réelle, puisque ce livre pourrait faire lui-même une thèse. Dans sa composition interne, il y a trop de digressions, il y a trop de comment pourrait-on dire, de choses qui sont des répétitions également, de sorte qu'il n'y a pas de construction. C'est bien divisé par un certain nombre de chapitres, et il y a bien une sorte de plan, puisque c'est un rapport, cette thèse, c'est la mise en relation de l'histoire et de la philosophie moderne. Son sous-titre est intéressant, ça s'appelle De la situation faite à l'histoire dans la philosophie générale du monde moderne.
philosophie générale est à entendre comme une seule expression, une seule locution qui a été conservée dans la discipline philosophique pendant très longtemps, qui existe encore peut-être à l'heure actuelle, et qui s'appelait philosophie générale. Dans les certificats de licence, il y avait logique, histoire de la philosophie, morale et philosophie générale, qui était le nom que l'on donnait à ce qu'on appelait également aussi métaphysique, qui n'a pas été remplacé par un autre nom, parce qu'à l'heure actuelle, on évite ce mot de philosophie générale, et on évite également le mot de métaphysique, de sorte qu'on a trouvé à le remplacer que le mot de philosophie tout court, et qui englobe un petit peu. Mais ça veut dire, au fond, ça veut dire les rapports, c'est bien les rapports, nous y retombons tout de suite, entre l'histoire et la philosophie. C'est bien le thème que Pédy pouvait se proposer dans sa thèse, et avec comme arrière-fond d'ailleurs, et l'ensemble avec la vie, puisque c'est toujours en confrontation avec la vie, et en particulier avec cet élément essentiel de la vie, qui est le vieillissement, que Pédy situe ces différents problèmes. Donc nous n'abandonnons pas par là même le thème qui a été celui de ce trimestre. Je te rends la parole. Et donc je vais vous parler aujourd'hui d'un texte de François Châtelet. Donc François Châtelet, je le dis rapidement, est un des grands philosophes de ce département, un grand philosophe tout court, mais en tout cas connu dans notre département, dont il a pris la direction immédiatement après Foucault. François Châtelet, c'est pas que ça, c'est aussi une grande œuvre, une œuvre éparse dans des articles, dans un roman, dans des ouvrages collectifs, dans des ouvrages seuls. Voilà, je pense que vous, en tout cas, vous avez déjà certainement côtoyé un peu François Châtelet. Alors, bon, je suis désolée de ne pas avoir fait de photocopie, j'ai vraiment pas eu le temps, j'ai travaillé jusqu'au dernier moment. Donc il s'agit bien d'un article que peut-être vous avez déjà eu l'occasion de lire. C'est un article qui s'appelle La question de l'histoire de la philosophie aujourd'hui et qui fait partie d'un ouvrage qui s'appelle Politique au pluriel de la philosophie. Et c'est un ouvrage, je vais peut-être l'écrire. Donc cet article a été publié dans Politique au pluriel de la philosophie. Voilà. Et les auteurs en sont à peu près dans l'ordre, donc Châtelet, Derrida, de mémoire je crois qu'il y a Lyotard, Foucault avec un entretien qui doit être repris dans les 10 écrits certainement, et puis Serre, Michel. Voilà. C'est donc un ouvrage de mémoire également. À quelle époque ça s'est fait ? 1976. 1976, et c'était les... Il est à Paris 8, hein, je l'ai vérifié, j'ai regardé tout à l'heure. 1976, il est en libre accès. Donc, Politique de la philosophie. Ouais. Si vous voulez la référence à Paris 8, c'est 101 POL. La référence de bibliothèque. C'est l'édition, ça ? Non, à la bibliothèque de Paris 8, c'est la référence. Oui, mais on peut trouver l'édition. Attendez. À Paris 8, ça a été. Non, attendez, si vous me permettez 2 secondes, je vais vous dire. Grasset et Fasquelle. Grasset et Fasquelle. Voilà. Ouvrage très intéressant. Donc ça peut se trouver peut-être si on cherche sur... Probablement ça se trouve
trouve... Tu avais l'exemplaire? Oui, mais alors je l'ai laissé à Angers. Je l'avais, comme c'était pas un exposé prévu, je suis à Paris depuis 3 semaines, je l'ai pas envie. Voilà, tout ça pour... Alors avant de commencer un petit peu, c'est vrai que ça pourrait sembler un petit peu bizarre dans le cours de René Scherrer qui traite de la vie, d'évoquer la question de l'histoire de la philosophie chez François Châtelet. Alors c'est vrai que cette question de la vie, le terme même de vie chez François Châtelet, c'est pas quelque chose de courant, comme on pourrait le rencontrer chez Deleuze par exemple. Alors quand on pousse un petit peu plus loin cette question de la vie chez François Châtelet, parce que c'est un philosophe rationaliste qui se méfiait beaucoup de tout ce qui pouvait être philosophie de l'intuition, une sorte d'intuitionnisme dans la philosophie. Il est malgré tout resté jusqu'au bout rationaliste. La question c'est de savoir quel type de rationalisme, ça c'est pas mais en tout cas si on regarde un petit peu, un des grands philosophes qui a marqué la formation de François Châtelet, qui l'a marqué, je dis bien au sens aussi bien des idées que personnellement, c'est Hegel. Or Hegel, son projet, on le sait bien, philosophique, c'était penser la vie. François Châtelet, on parle beaucoup de ça, penser la vie. Avec tout ce que ça veut dire un petit peu de réducteur, par rapport à une espèce de progressivité de l'esprit, de la culture dans l'histoire, et tout ce que ça amène derrière, la question de la philosophie de l'histoire ou la philosophie comme savoir. Bon, ça, je vais en reparler plus loin, mais c'est justement, c'est un petit peu ça que je voudrais mettre en paradoxe, cette question de la vie chez Hegel. Hegel, le rapport de François Châtelet à Hegel a été un rapport un petit peu, on ne va pas dire fluctuant, mais plutôt de rupture à un moment donné, puisqu'il a, en tout cas selon ses propres dires, il a rompu avec l'hegelianisme au sens de justement cette philosophie de l'histoire et de cette idée qui court dans la philosophie de l'histoire, c'est-à-dire de progressivité, d'une finalité de l'esprit humain, de la culture, du devenir humain. Bon. Donc un rapport un petit peu comme ça problématique. Je tiens tout de suite à préciser que l'admiration de François Châtelet pour Hegel est restée jusqu'au bout, mais que c'est une admiration qu'il a nuancée. Et autant on peut dire peut-être qu'il est resté, qu'il a tenté d'être marxiste jusqu'au bout, autant dire de Hegel que justement il s'est séparé tout de même du Hegel un peu dur. Donc, il dit d'ailleurs dans une émission que j'ai transcrite venant de l'INA, puisque vous savez que François Châtelet était aussi un homme de médias, un homme qui parlait beaucoup à la radio, beaucoup à la télévision. Il dit dans une émission radiophonique que Hegel lui faisait peur. Voilà. Il dit ça évidemment dans ces années de rupture, dans les années 75-67, de rupture réelle, mais qui va complètement repenser sa propre philosophie. Bon, mais encore par rapport à cette question de vie, là, puisque j'aimerais faire le lien un petit peu entre ce que René Scherrer fait et puis François Châtelet, parce que ça me questionne cette idée de la vie. Je dis la vie, c'est pas tellement quelque chose dont parle Châtelet. Bon. Mais en même temps, l'année dernière, j'avais fait un exposé sur les années de démolition, qui est le seul roman de François Châtelet, un roman là encore qui peut être lu dans un moment de crise, crise de la maladie, crise de la pensée. Et pourtant, ça fait réfléchir, parce que son personnage principal, qui s'appelle Guillaume, c'est bien, ce roman-là, c'est bien la vie de Guillaume. Mais une vie, justement, pas une vie toute tracée, pas une vie sur une ligne continue, mais une vie un peu dissonante, une vie de démolition, les années de démolition.